militants. Et cette idée, cette interdiction morale, là, éthiquement et morale de Bloch, l'homme Ernest Bloch, qui se dit un marxiste n'a pas le droit d'être pessimiste. Est-ce qu'on peut essayer de connecter ces deux idées et comment on pourrait le faire? Je pense que c'est pas difficile parce qu'ils sont tout à fait d'accord tous les deux là-dessus. Et ils l'ont montré par leur existence. Benjamin a toujours espéré au succès du mouvement révolutionnaire en Europe. Et puis, même s'il avait une vision de l'histoire qui était profondément mélancolique, profondément triste, il disait il faut quand même faire quelque chose. Et puis, Bloch aussi. Bloch, dans un passage que j'ai lu, vous savez, Bloch, il a été très marqué par Schopenhauer. Puis je dirais que sur le plan personnel, sa tendance profonde, c'était peut-être le pessimisme, le découragement, l'ennui. En tout cas, il y a certains passages dans ses œuvres qui me suggèrent ça. Mais toute sa vie, finalement, c'est une lutte contre ça. Toute son œuvre, c'est une lutte contre ça. Alors, il ne faut pas se laisser aller au découragement, à l'ennui. Ça, c'est Schopenhauer. Schopenhauer, il dit les êtres humains, c'est des éternels insatisfaits. Lorsqu'ils atteignent ce qu'ils veulent, alors ils s'ennuient. Puis finalement, les choses ne vont jamais bien, ne pourront jamais bien aller. Bloch dit il faut espérer, il faut apprendre à espérer. Alors je pense que tous les deux, ils sont d'accord là-dessus. Et l'autre question, je ne sais pas si vous pourriez revenir à l'idée de télos chez Bloch. Donc vous avez dit, c'est-à-dire Bloch a gardé quand même cette idée de télos, mais en même temps, quand on dit télos, les gens, ou certains gens s'imaginent ou pensent à une certitude, une foi dans le triomphe de la révolution ou d'une tendance qui est déjà présente dans le monde. Et donc l'histoire comme une téléologie veut dire que l'histoire est déjà prédéterminée à un triomphe de la révolution ou du communisme. Alors que pour Bloch, ce n'est pas le cas. L'espérance peut se frustrer et elle doit se frustrer pour qu'elle soit vraiment espérance, comme il le dit dans sa lecture inauguralis à Tübingen. Non? Donc comment essayer de comprendre cette idée de télos, c'est-à-dire il y a une tendance qui va vers quelque chose, mais en même temps, cette tendance peut se frustrer. Elle se frustre constamment et oui. Ouais. Tu as dit déjà beaucoup de bonnes choses là, tu as déjà en bonne partie répondu à ta propre question, mais je pourrais ajouter la chose suivante, c'est que oui, chez Bloch il y a l'idée d'une tendance, mais pour Bloch le monde n'est pas entièrement rationnel, si vous voulez. Il y a beaucoup de contingences dans le monde, il y a beaucoup de résistance dans le monde, il y a des contradictions. Tout n'est pas parfaitement rationnel, donc on ne peut pas interpréter le monde comme allant, comme s'acheminant de lui-même vers un but, comme dans certaines compréhensions de l'idéalisme, par exemple. Alors il dit l'échec est toujours possible. Mais lorsqu'on en prend conscience, lorsqu'on prend conscience de cette possibilité-là, ça mobilise. C'est-à-dire on s'aperçoit qu'on a une certaine responsabilité, qu'on doit travailler à faire aboutir ces tendances qui existent déjà dans le réel, mais qui peuvent échouer. Je peux me permettre une dernière question. En fait... Donc, on parlait tout à l'heure, bon, c'était d'abord la notion de télos, et puis la notion il y a quelque chose qui est dans la réalité, puis qui surpasse la réalité, qui s'épuise un peu dans cette réalité. Et puis j'aimerais associer un peu l'idée de parce que probablement j'ai mal noté, l'idée d'intention symbolique avec l'idée des télos. Elles sont en relation, sont deux choses complètement différentes. Voilà. Et je suis revenu à la question. Est-ce que vous croyez que cette idée de survivance de l'âme après la mort, voire d'une réincarnation, qui est
qui est explicitement affirmé dans l'esprit de l'utopie, a été abandonné ou nuancé par la suite dans la pensée de Bloch. Je me souviens aussi de ce texte de l'adolescent qui dit « la matière est tout, on n'est fait que de matière, il n'y a pas de possibilité ». Et puis un pseudo-mystique ou gnostique qui nous dit il faut que la vie soit possible au-delà de la mort. Et comment ça évolue Bon, dans le vieux Bloch est revenu un peu sur l'esprit de l'utopie. Il dit « Mon œuvre de maturité apporte mesure et détermination à ses œuvres de jeunesse ». Mesure, bon, détermination, ça veut dire, bon, j'ai pris, maintenant je me suis rallié au marxisme, puis je comprends les choses davantage dans ce sens-là. Mesure, ça veut dire qu'il reconnaissait qu'il y avait une certaine démesure dans ses œuvres de jeunesse. Mais dans le Principe Espérance, le chapitre 52, ça porte sur la mort, qui est la plus dure la contradiction la plus dure contre l'utopie. Et puis, ce qu'il fait là-dedans, bon, il passe toute une revue des diverses conceptions de la mort, mais les dernières pages, finalement, le but du Principe Espérance, c'est pas de dire, bon, ben, ça y est, on est parti pour la gloire, pour l'utopie, c'est pour demain, c'est pas du tout ça. C'est pour nous apprendre à espérer. C'est la première ligne, la deuxième ligne du livre. Nous apprendre à espérer. Puis, ce qu'il fait dans ce livre-là, c'est qu'il recherche des raisons d'espérer. Puis donc, il élabore une réflexion sur la mort, où il dit, on a des raisons d'espérer que la mort ne soit pas la fin de tout. Il dit qu'il y a des possibilités ici. Mais là, il ne va pas aussi loin que dans l'esprit de l'utopie. Il est beaucoup moins affirmatif. Mais bon, il y a toute une idée que ce qui n'est pas encore ne peut pas mourir. Puis il dit, en nous, il y a quelque chose qui n'est pas encore. Donc ça n'est pas sujet à la mort. Il comprend vraiment les choses de cette manière-là, avec le thème du non-encore. Mais il est moins affirmatif. Est-ce que ça répond oui, à ta question? Bon. Certainement. J'avais une petite question. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une des différences importantes entre Benjamin et Bloch résiderait dans le rapport au passé? Parce que quand même, il est quand même là, le passé, vous l'avez bien mis en évidence avec Benjamin surtout. Dans mes souvenirs des lectures benjaminiennes que j'ai eues, il y a cette idée que l'actuel, enfin ce qui donne sa légitimité au présent comme actuel, c'est le fait qu'il est visé par quelque chose qui vient du passé. C'est comme si on était appelé dans notre présent à faire certaines choses parce que le passé nous vise, nous pousse en quelque sorte à être ce que nous sommes dans le présent au nom de ce qui a été. Et c'est un peu, voilà, c'est une vision, donc je dirais que les deux flèches que vous avez indiquées là, peut-être devraient à un certain moment se fléchir, enfin, pour montrer ce cycle aussi. Il y a une espèce de boucle dans le temps chez Benjamin, dans le sens où quelque chose du passé vient me viser dans mon présent. Donc, il n'y a pas que la visée du bonheur ou la visée messianique, voilà. Et alors je me demandais, par rapport à Bloch justement, qui met tellement l'accent sur l'avenir, sur l'anticipation, s'il n'y avait pas là aussi un point de dissension entre les deux auteurs. C'est un peu la question qui me travaille en vous écoutant. Mais il y a quand même un point que je ne comprends pas très bien chez Benjamin, c'est le rapport au mythe. C'est très fort dans ce texte des affinités électives. Bon, ma lecture date un peu, mais je me souviens que ça m'avait frappé quand il interprète un peu cette relation entre Odile et Édouard comme voilà, quelque chose qui relève d'une espèce de pesanteur mythique qui est là et qui ne peut pas ne pas s'affirmer tel quel, etc. Et c'est comme assez différent. Enfin, quelle est la place du mythe là-dedans, hein, dans cette vision malgré tout révolutionnaire de Benjamin sur l'histoire? Pour Benjamin, le mythe, c'est le règne de la nécessité. Pensez à une tragédie grecque. Les protagonistes, le héros, sont broyés par les forces nécessaires.
Ça, c'est vraiment le règne du mythe. Puis Benjamin dit, l'histoire, en grande partie, c'est une histoire mythique. Parce qu'il dit, l'aboutissement du mythe, c'est la souffrance et la mort de la victime innocente. Et c'est la logique de la tragédie. Alors, c'est comme ça qu'il comprend le mythe. Puis il dit, Goethe, dans sa compréhension de la nature, le roman Les affinités électives, c'est finalement, les affinités électives, c'est un terme tiré de la chimie et des éléments qui s'associent facilement, puis il va tirer une analogie qui est plus qu'une analogie d'ailleurs entre les rapports humains et les rapports amoureux. Donc il y a cet élément mythique, mais Benjamin, ce qu'il fait, c'est vraiment une critique philosophique de Goethe. Puis il dit, ça, c'est une erreur. Puis il dit, dans le roman, il y a une nouvelle qui est insérée. Puis cette nouvelle-là, qui rapporte, c'est une courte histoire amoureuse qui finit bien. Et puis il dit, cette nouvelle-là nous présente le point de vue de la rédemption. Okay? Parce que les protagonistes, par exemple, il y a l'homme qui se jette à l'eau, qui risque sa vie pour sauver une jeune fille, et puis ensuite il se marie, et puis donc il y a une victoire sur la nécessité, sur la peur de mourir, etc. Dans le texte sur les affinités électives est divisé en 3 parties. Vous avez vu, sont numérotés 1, 2 et 3. Benjamin avait laissé des notes où il avait donné un plan détaillé de son texte, puis la partie numéro 1, il l'avait intitulé « Le mythe comme thèse », où là, Benjamin discute beaucoup de la conception du mythe comme donc des forces nécessaires qui nous détruisent finalement. La deuxième partie, où il parle beaucoup de la nouvelle, il avait intitulé La rédemption comme antithèse. Et puis la troisième partie, il a intitulé L'espérance comme synthèse. Et puis l'espérance ici, c'est là où il mélange le motif de l'art comme apparence de réconciliation et le thème de l'espérance qui nous transporte à un autre niveau, qui est une espérance de la rédemption. Je ne me souviens plus exactement de votre question, mais c'était ma réponse. Puis deuxièmement, à propos du passé, je pense que quand Benjamin dit il faut le moment révolutionnaire, c'est un moment où on peut se souvenir des victimes du passé, puis donc il y a ce rapport au passé. À mon avis, c'est un thème qu'il emprunte en le transformant à Bloch. Parce que chez Bloch, il y a cette idée qui est très, très importante, c'est que l'avenir est aussi dans le passé. Le passé est fait d'espérances ou de possibilités inabouties. Puis, puisqu'elles ne se sont pas réalisées, elles continuent d'exister. Mais lui, il peut le comprendre de cette manière-là parce que, à cause de sa compréhension mystique des choses. Mais Benjamin, il a eu une correspondance dans les années, début des années 30 ou fin des années 20 avec Horkheimer. Puis Horkheimer disait, c'est fini. Hein. Horkheimer était très marqué par Schopenhauer. Mais Horkheimer disait, l'histoire, elle est telle, les victimes du passé, elles sont mortes, elles ne reviendront plus jamais. C'est fini. Il faut bien voir. Puis Benjamin lui a répondu, oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que dans les thèses sur la philosophie de l'histoire, il dit, nous avons une faible force messianique. Laquelle, c'est celle de nous souvenir des victimes du passé pour qu'elles continuent de vivre. Okay? Alors, donc, l'idée de ce rapport au passé, qui est un rapport de rédemption, à mon avis, c'est dû en bonne partie à Bloch, mais c'est transformé. En tout cas, vous voyez, mon but aujourd'hui, c'était de vous montrer que Benjamin n'a pas seulement été qu'un contenteur, quelqu'un qui a considéré de haut, avec dédain, Bloch, mais qu'il a été vraiment profondément marqué par lui. Mais il l'a transformé
à sa manière, de même que Bloch a été profondément marqué par Benjamin aussi. Alors, il y a tout un chantier de recherche qui pourrait être entrepris là-dessus. Là, j'ai ouvert seulement quelques pistes, mais je me propose dans les années suivantes de poursuivre cette recherche-là. Mais à mon avis, c'est immensément intéressant, pas seulement sur le plan historique, mais aussi parce que les enjeux théoriques, philosophiques, métaphysiques et théologiques aussi sont très, très importants. Alors, j'espère que ça vous aura donné envie de plonger un peu plus dans tout ça. Vous savez, là où j'enseigne à Sudbury, c'est une toute petite université, puis j'enseigne uniquement au premier cycle. Alors, je n'ai jamais l'occasion de parler de ces choses-là, de parler de mes recherches. À vrai dire, c'est la première fois dans ma carrière que j'ai l'occasion de le faire à des étudiants qui sont bien préparés. Et puis, j'en suis immensément reconnaissant. Merci beaucoup. Merci.